En direct du Salon de l'Agriculture, depuis le stand de la coopération agricole. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Bonjour et bienvenue ici au Salon international de l'agriculture Porte de Versailles à Paris qui vient d'ouvrir ses portes au public à l'instant même jusqu'à dimanche. Venez ici au Salon et Sud Radio est installé ici sur le stand de la coopération agricole jusqu'à 10h avec nos débatteurs. On va refaire, on va dire, le monde agricole dans un instant. À 10h avec Gilles Gansman, on recevront un couple d'agriculteurs gersois. On les connaît bien dans les médias, ils ont circulé, on va dire, dans des émissions. On verra leur quotidien également à travers une émission que l'on retrouvera aussi à la télévision. Mes débatteurs du jour, que je salue, Valérie Leguereau. Bonjour Valérie. Bonjour à vous. Bonjour, vous êtes agricultrice dans le Loir-et-Cher et administratrice et membre du bureau du groupe coopératif Accéréal. La coopération d'un mot, la coopération agricole, il y en a sur tout le territoire. Vous êtes un groupe d'agriculteurs, vous gérez en fait vos affaires quelque part. C'est ça, voilà. Le principe d'une coopérative, en fait, c'est que la coopérative, elle appartient tout simplement à ses adhérents coopérateurs qui sont des agriculteurs. Et donc moi, mon rôle en tant qu'administratrice et élue, c'est de représenter justement mes collègues au sein de la coopérative et pouvoir travailler sur la stratégie au niveau coopératif et puis apporter tous les éléments qui peuvent. Allez, on continue également. On a d'autres agriculteurs, ou plutôt viticulteurs d'abord. C'est Yves Damecourt. Bonjour Yves. Bonjour. On vous connaît bien, viticulteur. Vous êtes un ancien élu local et membre de Nouvelle Énergie, le mouvement de David Lisnard, le maire de Cannes. Jean-Baptiste Moreau. Bonjour Monsieur Moreau. Vous êtes ancien député, ancien agriculteur et vous êtes aujourd'hui consultant. Alors, ancien agriculteur, encore en cours, je suis en train de transmettre à mon ancien associé et ancien président de coopérative aussi. Donc, voilà, mais vous étiez le porte-parole finalement du monde agricole dans la mandature précédente et on verra comment les choses ont évolué avec aujourd'hui donc on va dire des problématiques, notamment la sécheresse. On va y revenir. Nicolas Corato. Bonjour Nicolas. Bonjour. Président fondateur du think tank Place de la République. Alors avec vous quatre dans un instant, vos coups de cœur et vos coups de gueule, mais nous allons donc longuement évoquer la situation aujourd'hui du monde agricole avec cette épée de Damoclès qui pèse sur les campagnes. La problématique de l'eau, la sécheresse gagne. On annonce de la pluie pour la semaine prochaine. Est-ce que ça sera suffisant? On ne le sait pas. Alors est-ce qu'il faut un plan de sobriété? Est-ce aux particuliers d'abord de faire des efforts et tout de suite? Et comment changer de modèle agricole pour supporter cette sécheresse à répétition? On dit que mars sera crucial pour l'eau, mais sera aussi crucial pour l'inflation. On annonce des records de prix. Alors question, faut-il aussi se dire qu'on en a fini avec les prix bas aujourd'hui dans l'alimentation, dans le monde agricole? Les petits prix dans l'alimentaire, est-ce que c'est terminé? Et comment fait-on quand on sait que ce week-end se tient, on l'a entendu, la grande collecte des Restos du Cœur et qu'il voit exploser le nombre de bénéficiaires? Enfin, dernière question avec vous également. La France est-elle encore une grande puissance agricole? Allez, on y va. Nos coups de cœur et nos coups de gueule. Honneur à vous, Valérie. Un coup de cœur. Il y a deux coups de cœur. Oui, je dirais il y a deux coups de cœur, mais qui vont sûrement se répéter. Enfin, surtout un, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de revoir un petit peu le public sur ce salon de l'agriculture. Parce que c'est vrai qu'on était assez éloignés les uns des autres depuis le confinement. Et c'est vrai que le fait de se retrouver, c'est assez important. Et ce qui fait chaud au cœur aussi, c'est que le métier de l'agriculture, en fait, est toujours présent dans le cœur des citoyens. Et c'est important. Donc on vous aime. Voilà, on nous aime et ils le montrent par leur présence aujourd'hui, mais ils nous aiment et ils prennent intérêt à ce qu'on fait aussi. Ils essayent de comprendre, ouais. Ils essayent de comprendre. Donc tout n'est pas perdu. Voilà, puis mon deuxième coup de cœur, en fait, c'est sportif. Voilà, c'est le rugby scolaire, c'est la première Coupe du Monde qui aura lieu à Pont-le-Voix, en région Centre-Val de Loire. Donc c'est l'Héritage Cup qui aura lieu le 2 et 7 septembre. Donc c'est 20 nations qui seront présentes, c'est 48 équipes de garçons et de filles qui seront présents. De quel âge? On est sur du 14 ans, 16 ans, donc c'est vrai que c'est vraiment très scolaire. Mais c'est la première Coupe du Monde qui a lieu, donc c'est une belle initiative et c'est vrai que c'est important de le signaler et je vous invite tous à venir dans la région centre, Val-de-Loire, à Pont-le-Voix, le 2 et 7 septembre. Et vous êtes sur Sud Radio, la radio du rugby, donc évidemment on est sensible à cet Héritage Cup, ce mondial, cette Coupe du Monde des scolaires. Jean-Baptiste Moreau, alors vous aviez un peu le même coup de cœur sur le salon de l'agriculture? Oui, tout à fait, c'est mon 25e salon moi. 25e? Oui, à différents titres, parce que je l'ai fait en tant qu'éleveur, d'abord avec des animaux, je l'ai fait en tant que président de coopérative, en tant que député. Et maintenant, en tant qu'ancien député, on va dire, mais toujours actif dans le monde agricole. Et c'est vrai que
plus 25% le premier jour lors de l'inauguration. Plus 25%. Sur le premier jour, plus 25%. C'est remarquable. Enfin, c'est inédit. Et c'est important ce contact, effectivement, parce que c'est un grand brassage ici. Il y a dans les visiteurs, il y a des visiteurs parisiens, il y a des visiteurs de province. Mais l'important, c'est qu'ils soient au contact des agriculteurs et qu'ils comprennent justement le métier de ces agriculteurs, qu'ils échangent avec eux. Parce qu'à longueur de médias, on entend à peu près tout et n'importe quoi qui se raconte sur l'agriculture. Pas sur Sud Radio. Non, pas sur Sud Radio, mais sur d'autres médias, on va dire. J'essaye d'en être le pourfendeur le plus souvent que je le peux. Et au niveau du monde politique, on entend aussi beaucoup d'âneries sur le monde agricole. Et c'est important ce contact direct pour justement à la fois restaurer la confiance et surtout se comprendre. Oui, ça dit quoi ce regain d'intérêt? Valérie en parlait. On vient nous voir, on veut essayer de comprendre. Ça dit quoi finalement de ce lien entre les Français et le monde agricole? L'alimentation, c'est essentiel. On se nourrit 3 fois par jour et quoi qu'on fasse, ça ne changera pas. Non, mais je veux dire, est-ce que par exemple, on maintenant avec les émissions de télé, on voit aussi beaucoup de sujets qui sont faits sur les difficultés. On a vu la sécheresse, on a vu la problématique de l'été dernier, celle qui arrive aujourd'hui. Est-ce que finalement, c'est une forme de soutien que vous apporte le public? Oui, c'est clairement une forme de soutien et ces échanges, ils sont cruciaux pour les agriculteurs, pour que les agriculteurs comprennent aussi un peu pourquoi les gens pensent peut-être parfois différemment de ce qu'ils souhaiteraient. Et c'est effectivement une forme de soutien apporté par l'ensemble de cette population au monde agricole et à ses productions. Nicolas, quand on observe la vie publique comme vous, ce succès annoncé du Salon de l'Agriculture version 2023, qu'est-ce que ça dit finalement de ce lien qui nous tisse, qui nous relie au monde agricole? Peut-être que, au-delà du fait que l'agriculture est au cœur de nos territoires, au cœur de notre pays, il y a une dimension politique, c'est-à-dire que l'agriculture aujourd'hui, elle est aussi au cœur de notre démocratie. Et d'ailleurs, c'est un sujet qu'on pourrait exploiter et explorer un peu plus en avant. Aujourd'hui, la souveraineté agricole française, la souveraineté alimentaire est un sujet qui est devenu extrêmement prégnant pour les Français. Je pense que on parle beaucoup de la production de médicaments en France, de tout ce qu'on a pu exporter. Il y a une chose qui est restée en France, c'est l'agriculture, et une chose qui s'exporte également. Donc finalement, il y a un rapport très démocratique, très politique des Français avec l'agriculture. On continue. Yves, sur ce succès annoncé, ça vous inspire quoi, Yves Damecourt? Vous êtes Moi, je suis pas surpris toujours content quand il y a des relations qui se créent entre les agriculteurs et les citoyens. L'agriculture, c'est une force de la France, mais malheureusement, elle est en grand danger aujourd'hui. Et c'était un peu mon coup de gueule. En fait, on a un ministère qui a été rebaptisé ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Et en fait, aujourd'hui, la France n'est plus souveraine d'un point de vue alimentaire. S'il n'y avait pas les exportations de céréales, de vins et spiritueux et un petit peu de lait, aujourd'hui, on serait plus souverain. On importe 60% des fruits que l'on consomme, 40% des légumes, 50% de la viande blanche, 25% de la viande rouge. Et en fait, on souffre énormément d'une concurrence déloyale au cœur d'une Europe dont la devise est la concurrence loyale et non faussée. Libre et non faussée. C'est-à-dire que tout ça est assez incroyable. En octobre 2021, on avait fait un point. Il y a 452 matières actives qui sont autorisées en Europe. Il y en a 309 en France. Aujourd'hui, la cerise est en danger. Le ministre de l'Agriculture était invité ce matin, il parlait de la cerise. La betterave est en danger. La pomme est en danger. On met en danger nos productions. On enlève des solutions techniques aux agriculteurs alors qu'on les autorise dans le reste de l'Europe et on importe les produits qu'on interdit de produire chez nous. Donc c'est un coup de gueule énorme. Et au-delà de l'Europe, on est envahi par les poulets brésiliens, par les poulets thaïlandais, par les poulets ukrainiens désormais, comme un signe d'ouverture vers l'Ukraine. Et dans notre restauration collective et dans nos plats cuisinés, il y a énormément de produits en fait qui sont importés. Allez, on va revenir sur cette position de la France aujourd'hui, cette indépendance alimentaire qu'on a beaucoup découvert à l'occasion du confinement. On s'est rendu compte combien c'était important d'avoir des agriculteurs à côté de chez nous. On est ici au Salon de l'Agriculture, vous le savez, sur Sud Radio, avec Valérie Leguereau, Nicolas Corato, Yves Damecourt et Jean-Baptiste Moreau. On s'arrête un court instant et on revient ici, porte de Versailles à Paris. À tout de suite. En direct du Salon de l'Agriculture, depuis le stand de la coopération agricole.
Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Allez, venez nous rejoindre, venez nous voir au stand de la coopération agricole. D'ailleurs, stand magnifique, primé pendant ce salon, parce que il a reçu le prix du stand le plus remarquable et responsable. Tout se recycle, les gobelets, enfin tout. Il y a que nos micros finalement qui sont peut-être pas éco-responsables dans cette histoire aujourd'hui, mais vraiment magnifique stand de la coopération agricole. On est avec nos 4 débatteurs, Valérie Legros, Nicolas Corato, Yves Damecourt, Jean-Baptiste Moreau. On parlait de la souveraineté de la France par rapport à sa position de producteur qui était deuxième il y a quelques années, producteur en tous les cas, deuxième puissance agricole au monde et qui rétrograde comme ça d'année en année. C'était votre coup de griffe, Yves Damecourt. Jean-Baptiste Moreau, c'était un peu le vôtre aussi. C'est complètement dans la continuité. Moi, c'est contre les professionnels du Yaka Faucon lorsqu'ils parlent d'agriculture, savoir principalement les tenants de l'écologie politique Vous faites la différence entre l'écologie politique et la vraie écologie, oui. D'accord. Parce que l'écologie politique, c'est pas vraiment de l'écologie. En fait, c'est du dogmatisme et de l'anticapitalisme sous couvert d'écologie. Donc c'est un peu différent de la vraie écologie. Oui, j'ai l'habitude. J'ai pas l'habitude d'avoir ma langue dans ma poche. Non, mais globalement, c'est des gens qui donnent des tas de leçons aux agriculteurs, qui font en sorte que, comme le disait Yves Damecourt tout à l'heure, un certain nombre de molécules aujourd'hui soient interdites. Le problème, c'est que, et qui nous ont expliqué pendant des années qu'il fallait tous se convertir à l'agriculture biologique parce que, c'est très bien l'agriculture biologique, il y a la place pour tous les modèles. Sauf que, aujourd'hui, le vrai patron, c'est le consommateur. Et le consommateur, il achète ce qu'il a envie d'acheter. Et de toute façon, tout ce qu'on ne produit pas aujourd'hui en France et que le consommateur achète, on l'importera. Enfin, je veux dire, expliquer qu'on va produire que de l'agriculture biologique alors que le consommateur, aujourd'hui, on arrive à un point de rupture au-delà duquel il peut plus acheter les volumes et on est en repli aujourd'hui au niveau des volumes d'agriculture biologique. C'est non seulement inconséquent, mais c'est mettre notre monde agricole et notre souveraineté alimentaire pour le coup en danger. On doit être aussi en capacité de produire du poulet entrée de gamme, on va dire, c'est-à-dire pas trop cher, parce que de toute façon, si c'est pas nous qui le produisons, on va l'importer du Brésil et il sera produit dans les conditions bien pires que ce qui peut se faire en France. Mais pour ça, il ne faut pas surnormer l'agriculture française, et c'est ce que disait Yves Damecourt. Aujourd'hui, on a surtransposé un certain nombre de dispositions européennes, ce qui fait qu'on se retrouve en distorsion de concurrence par rapport à nos voisins européens sur le même marché. Et en plus, on s'est mis des boulets aux pieds en matière de compétitivité par rapport à l'agriculture européenne et l'agriculture mondiale. On va revenir sur le poulet, puisque les producteurs français ne produisent pas assez pour répondre à la demande aujourd'hui. Donc il y a un apport, parce que c'est du poulet français en général plutôt de bonne qualité. On est monté en gamme, mais du coup, on ne peut pas répondre suffisamment. En même temps, il y a une distorsion. C'est que souvent, quand on veut installer un élevage un peu intensif, il y a une levée de boucliers aussi sur les territoires. Oui, et il y a des normes de bien-être animal. Il faut prendre en compte le bien-être animal, c'est évident. Sauf qu'elles sont tellement hors de portée d'une réalité économique de coût de production qu'aujourd'hui, même un poulet standard produit en France, il va coûter beaucoup plus cher à produire qu'un poulet brésilien, mais même limite qu'un poulet allemand. Alors, on va faire tourner la parole. Nicolas, et ensuite avec vous, Valérie. Peut-être deux choses, parce que parfois on a des doubles langages ou plusieurs niveaux de langage. D'abord, c'est compliqué de ne garder que ce qui est bon dans le marché et de rejeter au marché la faute du reste. Je veux dire par là que les traités internationaux dont vous parlez, la France les a signés. Les gouvernants français ne sont pas complètement ni débiles, ni concentrés pour faire du mal à leur propre pays. Donc pourquoi est-ce qu'on a signé ces traités ? Parce que d'une certaine manière, on en profite d'une autre manière. Il y a plein de firmes françaises qui vont produire à l'étranger des produits agroalimentaires. Et ces firmes françaises, elles profitent d'une certaine manière des conditions de production qui sont à l'étranger. Il y a des firmes françaises qui achètent des terres à l'étranger et qui produisent sur ces terres à l'étranger des produits qu'ensuite ils sont apportés sur le marché français. Donc il ne faut pas non plus, je veux dire, si on commence à questionner le logiciel et le marché, il faut y aller jusqu'au bout. Pourquoi est-ce qu'on s'est introduit dans ces choses-là ? Ensuite, sur la partie écologique, moi je pense qu'il faut avoir une réflexion. L'agriculture ne peut pas être seule, et les agriculteurs à eux seuls ne peuvent pas assurer la transition écologique dans ce pays. Ouais. Et on ne peut pas faire porter la charge sur un seul secteur de la transition écologique. Je pense qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont en retard, de secteurs industriels qui sont en retard en matière de transition écologique. Je pense par exemple aux travaux publics. Voilà, je prends un exemple, qui est un secteur à peu près comparable à celui de l'agriculture. Les travaux publics n'ont pas fait leur transition écologique. Les agriculteurs, ils sont engagés depuis des années, à leur rythme, avec leurs contraintes et aussi avec leurs besoins, qu'il faut entendre et qu'il faut respecter. Mais je pense qu'à un moment, la transition écologique, c'est pas l'affaire d'un secteur par rapport à d'autres. C'est l'affaire d'un pays et d'une économie tout entière. Et
tant qu'on n'arrêtera pas ce saucissonnage infernal de secteur à secteur, on n'arrivera pas à être dans la transition écologique et on n'arrivera pas à embarquer la population et ses acteurs économiques. Alors, commentaire de vous, Valérie, sur ce sujet-là, la place de la France. Alors moi, en fait, je voulais rebondir parce que je suis éleveur de volailles, donc je voulais rebondir par rapport justement à tout ce qui est l'élevage et notamment l'aspect du poulet. Je rejoins tout à fait le fait qu'aujourd'hui, nous, quand on est éleveur, on nous met un cahier des charges qui est très très lourd à mettre en place, lourd financièrement. Pas lourd pour pouvoir le faire au quotidien, mais lourd financièrement. Donc c'est vrai, quelquefois, ça nous met des barrières et c'est compliqué, contrairement à d'autres pays où eux c'est plus facile parce qu'ils n'ont pas ces mêmes normes et ils arrivent à produire du poulet à moindre coût, moins cher que nous. Après, ces normes, il n'y a pas que les normes. Il y a aussi également les centrales d'achat aussi, qu'il faut aussi remettre un petit peu dans le débat aussi, parce que c'est eux qui nous achètent également ce qu'on produit. Et au jour d'aujourd'hui, c'est eux qui maîtrisent et c'est eux un petit peu qui font la pluie, entre guillemets, et le beau temps sur nos productions qu'on fait et qui les valorisent derrière. Donc la loi Egalim n'a pas arrangé les choses, n'a pas réglé, on va dire, cette distorsion. N'a pas réglé totalement. Voilà, donc on n'est pas allé au bout. J'étais rapporteur de la loi Egalim. Attendez, ça, mais... bien dans le micro, monsieur. J'étais rapporteur de la loi Egalim, donc, mais oui, elle n'a pas réglé tous les problèmes, on est bien. Mais elle a amélioré les choses. Elle a amélioré un peu les choses dans la guerre des prix, oui. Dans la guerre des prix, mais c'est le poids de tout ce que l'on vous demande qui aujourd'hui devient... C'est une des distorsions de concurrence en réalité. Tout à fait, et puis en fait, ce qui se passe, c'est que tout ce poids qu'on a également nous permet pas de dégager assez de trésorerie, je dirais, oui, pour pouvoir aller de l'avant dans l'innovation, dans la transition écologique, dans tout ce qui est maîtrise des coûts énergétiques en mettant des panneaux solaires, des trackers, ce genre de choses. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous est difficilement... on peut le faire, mais c'est un coût supplémentaire et ça nous aide pas non plus. Yves. Moi, je voudrais dire une chose. L'Europe, c'est le premier marché du monde. Et donc, si le marché doit imposer une certaine qualité pour les produits, l'Europe doit l'imposer à tout ce qu'elle consomme en Europe. Et ça s'imposera à tous les pays producteurs, quel que soit l'endroit où ils sont. En fait, aujourd'hui, on impose à nos producteurs, mais on n'impose pas au marché européen. Enfin, donc, ça est hallucinant. Donc, on met les producteurs dans une situation ubuesque. Enfin, sur la betterave et les produits, c'est une réglementation européenne qui s'applique à la France. Oui, mais sauf que tous les autres pays d'Europe ont une solution alternative que la France elle-même s'est interdite. Donc en France, on l'enlève et on interdit les solutions alternatives. Et deuxième chose que je voulais dire, c'est que la France, dans tous les classements internationaux, elle a l'agriculture la plus durable et la plus respectueuse de l'environnement de tous les pays producteurs du monde. Et donc, il faut arrêter de taper sur les agriculteurs français. Il faut au contraire promouvoir ce modèle français et faire en sorte que les marchés acceptent plutôt la façon dont on produit les choses au lieu de taper sur nos producteurs et toujours leur remettre des normes supplémentaires. Jean-Baptiste Moreau. Oui, donc qu'on se comprenne bien, l'agriculture, elle a besoin d'échanger. Elle a besoin d'échanger et des produits, parce que toutes les filières sont bâties sur une part d'export, une part d'import. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est les distorsions de concurrence. C'est-à-dire ce que disait Yves D'Amico, c'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'inclure dans les accords internationaux des clauses miroirs. Encore c'est-à-dire d'imposer aux produits qui rentrent en Europe les mêmes normes que ceux qui sont produits à l'intérieur de l'Union européenne. Le seul souci, c'est qu'il faut se donner les moyens de vérifier que ces clauses miroirs sont bien respectées. Et aujourd'hui, l'Europe ne s'en donne absolument pas les moyens, ne va pas contrôler sur place. Alors, elle ne va pas parce qu'il n'y a pas les hommes et les femmes. Je pose une question très bête, mais il n'y a pas les contrôles. Il n'y a pas une DGCCRF européenne comme celle qui existe aujourd'hui en France. Oui, c'est ça. Nicolas ? Oui, je voudrais réagir sur la grande distribution, parce que ça a été évoqué. Je pense que c'est un sujet politique. Centrale d'achat. Oui, mais enfin, bon, derrière, il y a la grande distribution. Il faut le dire. Je parle devant de député Moreau qui était rapporteur de la loi Egalim et qui ne va pas être d'accord avec moi, mais en France, il y a eu un choix politique fait depuis des décennies pour faire le choix de la grande distribution en termes de secteur économique de développement, y compris d'aménagement du territoire et de développement de l'emploi.
par rapport à la production agricole. C'est un choix politique qui n'a pas été dit clairement, mais qui a été assumé par différents gouvernements. Et finalement, la loi Egalim est la seule loi qui est venue un peu revenir sur cette tendance majeure. Je pense qu'elle ne va pas assez loin. Ce serait intéressant d'avoir l'évaluation de la loi pour voir effectivement ce qui est revenu véritablement dans la poche des producteurs. Mais il faut le dire, nos pouvoirs publics, depuis des décennies, ont privilégié l'implantation et le développement du secteur économique de la grande distribution, souvent au détriment de la production agricole. Oui, mais au bout du bout, est-ce que c'est pas le consommateur finalement qui est l'arbitre? Ah bah c'est le panier de la ménagère. C'était ça, hein. C'était plus facile de faire de la modération salariale quand vous aviez le panier de la ménagère qui baissait en termes de valeur. C'était l'idée. Aujourd'hui, on a l'inflation, on a le panier de la ménagère qui monte et les agriculteurs qui vivent pas mieux. On est passé de 30% du budget de l'alimentation dans le budget des ménages à 10%, voire moins sur certaines catégories socio-professionnelles. Donc effectivement, le choix de tout grande distribution a effectivement mis à disposition de la nourriture pas chère, sauf que cette nourriture pas chère, c'est fait au détriment des marges des agriculteurs en premier, puisque c'est les plus fragiles, et effectivement ils ont vendu longtemps complètement à perte, et on a mis la politique agricole commune en place pour compenser ce manque à gagner, mais qui ne compensait pas totalement ce manque à gagner. Et puis ces 10 dernières années, on a enclenché un processus encore plus dramatique, c'est qu'on a tapé dans les marges de nos industries agroalimentaires, à tel point qu'il y a un certain nombre de multinationales de l'agroalimentaire qui aujourd'hui ne veulent plus investir en France, parce que ce système de grande distribution détruit de la valeur, détruit leurs marges, et qu'elles préfèrent aller investir dans d'autres pays que la France. Yves, pour terminer sur ça. En fait, depuis les années 70, l'alimentation a quasiment un coût constant et suit l'inflation. La part versée aux agriculteurs a été divisée par 2. Donc on voit bien qu'il y a un problème de répartition des marges dans les filières. Voilà, donc il faut absolument... Moi, j'étais fils d'éleveur. Il y a 40 ans, mon père vendait un veau de 12 mois, 5000 francs. Aujourd'hui, un veau de 12 mois, il vaut 800 €. Ça n'a pas bougé. Et donc, tous ces prix n'ont pas bougé. On parle de la tonne de blé à 300 €. En 1983, elle était à 250 €. Et donc, si on applique l'inflation aux 250 € de 1983, on tombe sur le prix d'aujourd'hui. Et donc, elle a baissé. Aujourd'hui, elle remonte à un prix qui était le prix il y a 40 ans. Allez, on est en direct du Salon de l'Agriculture, ici à Porte de Versailles à Paris, sur le stand de la coopération agricole. Vous pouvez venir nous voir. On débat de l'agriculture française dans tous ses états presque. Valérie Leguerot, Nicolas Corato, Yves Damecourt, Jean-Baptiste Moreau sont les 4 débatteurs du jour. On s'arrête un court instant et on se retrouve juste après ça. À tout de suite sur Sud Radio. En direct du Salon de l'Agriculture, depuis le stand de la coopération agricole. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Allez, on vous attend ici sur le stand de la coopération agricole. Vous pouvez passer nous voir avec nos 4 débatteurs. Valérie Leguerot, qui est agricultrice dans le Loir-et-Cher, je le rappelle, administratrice et membre du bureau du groupe coopératif Accéréales. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Yves Damecourt, viticulteur ancien, élu local, membre de Nouvelle Énergie. Et puis Jean-Baptiste Moreau, vous êtes ancien député, ancien agriculteur en train de transmettre votre exploitation. Et vous avez sillonné les allées du salon depuis le début. Oui, vous avez fait les 14 heures de marathon avec Emmanuel Macron. Pas tout du long parce que... Bien devant votre micro. Pas tout du long parce qu'avec les plus 25% de visiteurs, c'était absolument impossible de circuler avec les gardes du corps et autres. Mais oui, je l'ai accompagné une bonne partie sur un certain nombre de stands. Et entre Emmanuel Macron et le monde agricole, c'est je t'aime moi non plus, c'est comment? C'est toujours compliqué comme entre tout politique et le monde agricole. Mais moi, je l'ai rencontré ici en 2017 pour la première fois. Et c'est lui qui m'a donné envie de devenir député à ses côtés. Et depuis, c'est noué, je peux le dire, une véritable amitié entre nous. Et c'est quelqu'un qui connaît les sujets. Je peux vous dire que c'est mon 25e salon, donc j'en ai vu. J'ai vu Chirac, j'ai vu Hollande, j'ai vu Sarko arpenter les allées du salon. Et j'en ai vu aucun rentrer dans ce niveau de détail avec les présidents d'interprofession et autres, et dans lesquels il est capable d'entrer sur quasiment tous les sujets du monde agricole. Alors on continue de débattre justement de l'état de l'agriculture française aujourd'hui avec vous 4. On évoquait la distorsion de concurrence sur certains sujets qui font que c'est difficile effectivement pour le monde agricole français d'être compétitif malheureusement sur certains marchés et se faire en tous les cas distancer dans certaines productions. Mais la question, et on parlait de la grande distribution, on parle d'un mois de mars à haut risque concernant l'inflation, on parle de plus 10% ou plus 15% qui existent déjà, donc ça va effectivement être difficile avec des produits, je lisais le sucre notamment, le secteur du porc également dont les prix devraient grimper
grimper en flèche. Enfin, les consommateurs vont s'en rendre compte. Mais est-ce que finalement, cette crise de l'inflation, de l'énergie qui provoque tout ça, c'est pas la conséquence d'un état de fait qui est qu'aujourd'hui, il faut en finir. On en a fini avec les produits pas chers. C'est-à-dire le kilo de tomates à moins d'€1, c'est terminé, ou ça doit l'être. Qui veut répondre à ça ? Yves. Je voudrais d'abord dire que la crise de l'énergie, c'est un immense gâchis parce que la France avait toutes les armes pour être peut-être le seul pays du monde qui ne subissait pas la crise de l'énergie. Si on n'avait pas arrêté la centrale de Fessenheim, si on avait construit les 6 EPR qui étaient prévus en 2018 et si on avait mis en chantier les EPR quand François Hollande était président de la République, si on n'avait pas voté en 2018 cette loi inique qui fait que la France s'interdit d'exploiter ses propres gisements de gaz. On a 30 ans de réserve de gaz en France. Et aujourd'hui, on se demande comment est-ce qu'on va faire pour choisir entre le gaz algérien et le gaz des États-Unis, alors qu'on a du gaz sous nos pieds, notamment du gaz de houille, du gaz de charbon, dans les anciens bassins miniers de Lorraine, où il suffit de se brancher pour le prendre, pour aller le chercher. On a voté une loi qui s'interdit ça. On s'est voté des lois pour plafonner l'énergie nucléaire. Enfin, tout ça est hallucinant. Et donc, on se chope des augmentations du coût de l'énergie. Moi, par exemple, sur mon exploitation viticole, et j'en ai déjà parlé ici, j'ai 400% d'augmentation du coût de l'énergie. Enfin, tout ça est incroyable. Les gros industriels ont réussi à négocier avec EDF en direct, mais les PME, PMI, les artisans, les commerçants, aujourd'hui, ils se chopent cette augmentation du coût de l'énergie. Et ça m'amène à vous, Nicolas. On parle de l'énergie. C'était votre coup de griffe, d'ailleurs. Oui, peut-être pour réagir, l'inflation, tout le monde n'en est pas victime. Ça profite aussi. Il y a des gens qui profitent des systèmes inflationnistes. D'abord, l'État, en premier lieu, qui engrange des recettes fiscales supplémentaires et qui rembourse sa dette plus facilement. Vous savez comment on rembourse une dette, C'est l'inflation ou la guerre, disait Bismarck. Donc là, on a choisi l'inflation et peut-être la guerre. Mais il profite également à des acteurs économiques. Engie vient de publier ses résultats pour 2022. Le résultat net, la marge nette du groupe, je ne parle pas du chiffre d'affaires, la marge nette double. On est à 5,7 milliards d'euros de bénéfices pour Engie au lieu de 2,7. Ça pourrait parler aux agriculteurs qui sont ici, qui ont des coûts d'énergie, eux qui payent du gaz, des producteurs qui payent le gaz plein pot. Donc il y a des gens qui bénéficient de ces systèmes inflationnistes. Et puis, on a un gouvernement, je n'incrimine pas nécessairement celui-là, mais peut-être d'autres, qui a décidé de ne jamais changer de logiciel. C'est-à-dire qu'on est nécessairement dans un monde économique qui a complètement changé, dans un monde géopolitique qui change radicalement, mais nous on garde le même logiciel, la concurrence libre et non faussée. Résultat, au 1er juillet cette année, les tarifs réglementés d'électricité et de gaz vont disparaître purement et simplement. Cette décision, elle date d'une décision d'un avis du Conseil d'État de 2017, donc on était bien avant la guerre en Ukraine, bien avant tout ça, qui disait c'est pas conforme avec la réglementation européenne de maintenir des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité pour les particuliers en France. Et on a décidé, en 2019, il y a une loi qui a été votée, qui a décidé de supprimer au 1er juillet 2023 ces tarifs réglementés. Depuis, il s'est passé des choses dans ce pays et ailleurs. Il y a une guerre en Ukraine, mais l'inflation énergétique, elle a commencé bien avant la guerre en Ukraine. C'est pas la guerre en Ukraine qui est responsable de l'envolée de tarifs d'énergie, il faut quand même le rappeler. Et est-ce que le gouvernement a changé son logiciel ? Eh ben non. Aujourd'hui, c'est l'impensé du moment, personne ne parle de la suppression de ces tarifs réglementés. Ouais. Il y a des millions de Français qui sont à ces tarifs réglementés, qui en bénéficient. Le bouclier tarifaire va s'arrêter en même temps. Et donc au 1er juillet 2023, des millions de Français vont se retrouver dans l'expectative pour savoir comment est-ce qu'ils vont être mangés par le marché. Un marché qui est complètement dérégulé, qui dysfonctionne complètement. On a quand même vu des opérateurs privés écrire à leurs clients particuliers cet hiver en disant « Si vous n'allez pas vers les tarifs réglementés, nous on augmentera votre facture de 150%. » Et heureusement qu'il y avait à ce moment-là des tarifs réglementés pour accueillir ces consommateurs qui étaient partis vers le marché libre et non faussé. Mais finalement, ce gouvernement, à part faire des chèques et mettre des rustines, refuse de reprendre son logiciel. On a eu des tarifs réglementés jusqu'en 2023 dans ce pays. Il est possible de les continuer. Je veux dire, le logiciel européen, il faut à un moment aussi le réinterroger à la lumière de ce que vivent les Français. Valérie, vous êtes agricultrice, je rappelle le prix de l'énergie pour vous. Vous dormez bien quand vous recevez vos factures? Je dors toujours bien. Bon, après, le coût de l'énergie, moi je le vois principalement sur mon activité volaille, mais pas que, également grande culture, où bien sûr on a les augmentations de nos intrants au niveau de nos cultures qui augmentent, et ce qui fait que notre coût de production derrière va augmenter. Et ce qu'on a
on tend le dos, on va dire, au niveau de la profession. C'est l'effet ciseau, on appelle ça, c'est-à-dire la baisse des cours de vente de prix des céréales et nos coûts de production qui sont très élevés. Et ça va donner quoi au bout? Et derrière, est-ce qu'on va arriver à valoriser notre production? Donc ça, c'est une grosse problématique. Et aujourd'hui, on l'a sur 23, mais il ne faut pas aller que sur 23. Il faut se poser la question également 24, parce que 24, c'est demain également pour nous. Après, sur mon activité avicole, et tous les aviculteurs pourront en témoigner, on prend de plein fouet notamment l'augmentation du gaz. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on remplit nos bâtiments de poulets, quand ils arrivent, qu'ils sont tout petits, ils ont besoin de chaleur. Ouais. Et quand on voit arriver le camion de citerne de gaz dans la cour, ça fait peur. Ouais. Parce que en fait, on se rend compte que là, même les gaziers ne jouent pas la même règle du jeu que nous. On voit que le cours du gaz a baissé, mais aujourd'hui par exemple, j'ai rempli mes citernes la semaine dernière et la facture elle est la même qu'au mois de novembre. Ouais. Donc c'est ça dingue. Aussi. Donc, ça qui est dingue. Je rebondis sur ce que disait Monsieur Carato, c'est le fait aussi qu'on a un décalage entre les industriels qui nous fournissent nous en tant qu'agriculteurs et nous quoi. Enfin, les coûts sont pas répercutés à la même vitesse. Et celui qui va en pâtir, en fait, c'est un petit peu nous sur le terrain en amont, les premiers amont. On a un peu toujours tendance à constater que quand ça augmente tout de suite, mais quand ça doit baisser, ça prend un peu plus de temps. Jean-Baptiste Moreau, sur le coût de l'énergie. Non, mais le coût de l'énergie, c'est un vrai problème. Et puis, on peut parler aussi du coût du gasoil non routier, qui est ce que les agriculteurs mettent aujourd'hui dans leurs tracteurs. Et quand on parle de transition écologique, là aussi, enfin, je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas des tracteurs qui fonctionnent à l'électricité. On n'en aura pas demain, vu les puissances qui sont nécessaires. Des hybrides, vous n'avez pas ça? Non, ça n'existe pas en agriculture, ça serait non plus rechargeable. Non, vu le niveau de puissance qu'il faut aujourd'hui sur les tracteurs pour faire les différents travaux, que ce soit avec les animaux dans les champs, on peut pas passer à de l'électrique. Donc le GNR, le gasoil non routier, ça va être une énergie encore pour un moment. Enfin, je veux dire, quand on voit les déclarations de l'Union européenne de nous expliquer qu'en 2035 on met fin aux énergies fossiles, je sais pas bien comment on fait en agriculture avec les tracteurs qui fonctionnent au gasoil. Moi j'y connais rien, mais les Massey Ferguson, ils cherchent pas à changer leur modèle. Il faudrait déjà qu'ils en trouvent un au niveau des motoristes qui fonctionne avec autre chose. Alors il y a les moteurs à l'hydrogène et tout ça, mais au niveau technologique, on est très très loin du compte. Il va falloir investir massivement dans la recherche si on veut vraiment trouver. Alors on peut certainement trouver, hein, ça existera dans le futur, je suis sûr. 2035, je suis excessivement sceptique. Allez, je voudrais revenir à ma question. Je vous la pose, Monsieur Moreau. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation 2023 à se dire que finalement, le manger pas cher, c'est une utopie, parce que on est dans un monde qui est en train de se bouleverser profondément et qu'il faudra aligner les étiquettes pour le consommateur. Le manger pas cher, c'est surtout ce qui a asphyxié et contribué à détruire notre agriculture et nos filières agroalimentaires. On le disait tout à l'heure, l'agriculture avait une vocation exportatrice jusqu'à il y a peu. Aujourd'hui, si vous enlevez les vins et spiritueux notamment, la balance commerciale elle est déficitaire, c'est-à-dire qu'on importe plus de produits agricoles qu'on en exporte aujourd'hui. Oui. On est dans une situation où, à force de vouloir effectivement manger pas cher, on a beau vouloir répartir d'une meilleure façon les marges, il reste plus assez pour rémunérer chacun et pour pouvoir avoir des capacités d'investissement. Donc on a détruit nos filières agroalimentaires avec le manger pas cher. Donc il faut y mettre fin. Et ce qu'on a essayé de faire avec les lois Egalim, c'est pas parfait, c'est perfectible. Mais il faut que le consommateur se mette dans la tête que voilà, si demain il ne rémunère pas son agriculture. Il y a un problème dans le rayon quand vous voyez un produit importé qui est 2 fois moins cher que le produit qui vient d'à côté de chez soi. On se demande comment ça circule derrière. Enfin, c'est pas les mêmes normes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a pas les mêmes normes sociales aussi peut-être également pour travailler. On est en train de faire avec l'agriculture ce qu'on a fait avec l'industrie automobile. Moi je me souviens il y a 30 ans, l'automobile c'était le 2e contributeur à la balance commerciale de la France derrière l'aérospatiale et devant l'agriculture. Aujourd'hui l'automobile elle est 36e. Et c'est l'État, premier actionnaire de Renault, qui le premier a eu l'idée d'aller construire des Logan dans les pays de l'Est et qui a loganisé l'industrie automobile. Et aujourd'hui, on est en train de loganiser l'agriculture parce que le manger pas cher aujourd'hui, c'est simplement prendre conscience que tous les produits premier prix, ils sont importés. Voilà. Et donc, il faut absolument trouver une solution pour taxer l'importation
et réduire les charges qui pèsent sur le revenu agricole. On va avoir un effet boomerang aussi. Oui, mais il y a un sujet qui est connu, que tout le monde connaît, tout le monde sait que ça marcherait, mais que politiquement personne n'a le courage de mettre en place. C'est ce qu'on appelle la TVA sociale ou la TVA souveraineté, c'est-à-dire d'augmenter la TVA sur les produits agricoles. Aujourd'hui, les produits agricoles, ils ont des taux de TVA à 2%, 5%, 7% qui sont très bas. Et qui profitent en premier de ces TVA très basses? Les produits d'importation. Parce que non seulement ils n'ont pas de charge sociale sur leur activité de production, mais en plus de ça, ils ont un taux de TVA très bas en France. Et donc il faut inverser la tendance, réduire les charges qui pèsent sur le revenu agricole qui sont énormes et prendre quelques points de TVA sur les produits agricoles qui seront payés notamment par les produits d'importation. Valérie, est-ce que manger pas cher est maintenant une utopie? En tous les cas, il faut se dire que c'est un monde qui est derrière nous. Est-ce qu'on peut encore? Est-ce que cette inflation vous inquiète? À titre... Alors, à titre de ménagère, c'est vrai que quand on fait les courses, c'est vrai que quand on voit le caddie qui augmente, oui. Après, il faut savoir aussi ce que le consommateur il veut aussi, parce que c'est vrai qu'on entend aussi, je veux manger pas cher. Enfin, il faut que le caddie de course soit à peu près le même que le mois dernier. Mais derrière, en fait, je veux de la qualité, je veux de l'environnement, je veux du bio, je veux du je veux le plus. Voilà, je veux des produits décarbonés, qui sont issus de décarbonation et ce genre de choses. Mais il faut aussi que le consommateur comprenne que tout ça, en fait, ça a un coût. Et aujourd'hui, je pense que ça, ils sont pas prêts à l'entendre ou ils sont pas. Et c'est aussi les pouvoirs publics aussi. Il faut qu'ils aient ce rôle à jouer aussi. Oui. C'est qu'ils comprennent et ils fassent comprendre que manger de la qualité, c'est un coût. Mais ça passe aussi par l'accompagnement au niveau des agriculteurs, nous agriculteurs, sur des innovations sur nos exploitations, justement pour diminuer nos coûts de production et par de là, ainsi répondre aussi à ce manger pas cher. Mais que veut dire le manger pas cher aujourd'hui? Que veut dire Je me souviens de cette fameuse émission avec on avait à la télévision, il y avait un budget moyen de 20 € et il fallait trouver le moyen de bien se nourrir, faire un repas complet avec, je sais pas, 20 €, c'était peut-être 30, je ne sais plus. Mais c'était assez instructif également pour tout ça. Allez, on continue si vous voulez nous rejoindre. Nous sommes dans le hall 4 du Salon international de l'agriculture, ici porte de Versailles à Paris, sur le stand de la coopération agricole en compagnie de Valérie Legros, Nicolas Corato, Yves Damecourt, Jean-Baptiste Moreau. Dernier quart d'heure pour débattre encore et toujours du monde et de la situation du monde agricole. On va s'intéresser à la problématique de l'eau dans un instant, cette sécheresse qui nous pend au nez ou qui est déjà là d'ailleurs, puisque on annonce quelques pluies la semaine prochaine, mais sans doute ce ne sera pas suffisant pour passer l'été sereinement. Allez, à tout de suite sur Sud Radio, il est 10h moins le quart. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Attendez, il y a un petit problème de connexion. Voilà, on se retrouve à l'instant donc au Salon international de l'agriculture. On est dans le hall 4 du Parc des Expos, au Salon de l'agriculture, sur le stand de la coopération agricole. On continue avec nos 4 débatteurs, Valérie Legros, Nicolas Corato, Yves Damecourt, Jean-Baptiste Moreau, de parler de l'état de l'agriculture, de nos agriculteurs également. On parlait du prix du panier de la ménagère aujourd'hui, qui est au bout de la chaîne. Et on se demandait si c'était la fin des petits prix finalement, avec toutes les crises qui se multiplient, la fin du pas cher. Nicolas, vous vouliez réagir? Oui, parce que alors bien devant votre micro. On parle beaucoup de la production et de la relation des agriculteurs aux consommateurs, et c'est vrai que les agriculteurs, ils ont le droit de produire et de vendre à un prix qui leur permet de vivre. Donc c'est quand même dans le seul secteur économique où on dit aux agriculteurs, vous produisez à temps et on vous l'achète à temps. Mais il faut pas lancer un conflit entre les consommateurs et les agriculteurs. C'est pas ça le sujet. La question du pouvoir d'achat, on oublie souvent que
au bout de la chaîne, il y a quoi ? Il y a aussi le pouvoir d'achat des Français et donc leur salaire. La vraie question dans cette période d'inflation, moi je veux bien qu'on réforme la grande distribution, qu'on réforme l'agriculture, qu'on impose des normes, qu'on mette des boucliers tarifaires, qu'on donne des chèques. Il y a un moment où est-ce qu'on mettra fin à 30 ans de modération salariale dans ce pays ? Est-ce que la question des salaires va être reposée ? Est-ce que la question, excusez-moi de ce petit quart d'heure marxiste, de la répartition entre le capital et le travail sera vraiment posée ? Aujourd'hui, on a fait des arbitrages qui bénéficient à la financiarisation de l'économie, qui bénéficient aux actionnaires. Il y a un moment où il va falloir se poser la question des travailleurs, des salariés. Parce que le jour où vous aurez des augmentations salariales dignes de ce nom, les gens ne trouveront pas nécessairement chers les produits qu'on leur vendra, y compris des produits de premier prix qu'on leur vendra dans les supermarchés. Il y a aussi un problème de pouvoir d'achat et donc de pouvoir salarial. Et il faudra se poser la question également, il y a des sujets qui vont revenir sur la table. Allez, parce qu'il nous reste moins d'une petite poignée de minutes pour évoquer un sujet important, la question de l'eau. On le sait, la quasi-totalité du territoire est déjà en insuffisance hydrique et des mesures de restriction sont même prises en plein hiver pour faire face à ce manque d'eau. On annonce un peu d'eau la semaine prochaine, mais ça sera sans doute pas suffisant pour revenir à un niveau normal. Est-ce qu'il faut un plan de sobriété ? Alors, Jean-Baptiste Moreau, on dit les agriculteurs n'ont qu'à s'adapter. Vous adorez le Yaka Faucon, donc je vous en pose un. Est-ce que les agriculteurs n'ont qu'à s'adapter, changer ? On dit par exemple, ils vont abandonner le maïs, ils vont mettre du sorgho à la place, etc., etc. Est-ce que ça, c'est la première des réponses à ce manque d'eau ? Ça revient à mon coup de gueule de tout à l'heure, c'est les mêmes. C'est l'écologie politique qui nous explique qu'il faut changer notre modèle agricole parce qu'il n'y a plus d'eau. Je veux dire, il n'y a pas de modèle agricole qui fonctionne sans eau, ça n'existe pas sans eau, il n'y a pas de vie, qu'elle soit végétale ou animale. Donc de toute façon, s'il n'y a pas d'eau, on ne fera rien pousser, on ne changera pas de modèle puisqu'il n'y a pas de modèle agricole. Enfin, l'agriculture ne fonctionne de toute façon pas sans eau. Donc on doit... Avec moins d'eau ? Avec moins d'eau, bien sûr, mais on l'a déjà fait. Le sorgho, il a besoin d'eau aussi. Le problème, c'est qu'on a toute une mythologie autour du maïs, parce qu'on voit les grands champs de maïs irrigués. En vérité, le maïs, son problème, c'est qu'il pousse à la saison où il ne pleut plus. C'est-à-dire que sur l'année, globalement, on a à peu près toujours les mêmes quantités d'eau, sauf qu'elles se concentrent sur les mois d'hiver. Et désormais, on a des longues périodes où il n'y a pas une goutte d'eau qui tombe, à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Or, c'est à cette période-là que le maïs pousse. Mais dans l'absolu, le maïs, il n'a pas besoin de plus d'eau que de la céréale, qu'un blé pour pousser. C'est pas vrai, ça c'est juste faux agronomiquement. On répète ça à longueur d'antenne, ça m'énerve parce que c'est pas vrai. Juste, ce qu'il y a, c'est que le maïs, effectivement, le blé, on le plante à l'automne, il pousse l'hiver, le printemps, et on le récolte en fin de printemps, début d'été. Donc il pousse au moment où il y a de l'eau. Le maïs, il pousse à un moment où il n'y a pas d'eau. Donc effectivement, mais les agriculteurs n'ont pas attendu les écologistes pour se dire qu'il allait falloir réduire les surfaces en maïs. Parce que quand on n'a pas de rendement en maïs, un agriculteur il plante pas une plante pour récolter rien en bout. Donc ils se sont déjà orientés sur des métailles, sur d'autres choses qui permettent de faire du fourrage pour les animaux. Mais il leur faut de l'eau. Mais il faut de l'eau d'une manière ou d'une autre. Donc il faut développer les bassines, il faut développer les retenues collinaires pour capter l'eau de pluie qui s'en va de toute façon si elle n'est pas retenue. On a des zones, moi je suis en Creuse, il n'y a pas de nappe phréatique, ou une toute petite à un endroit, mais tout le reste c'est des sources, il n'y a pas de nappe phréatique, donc on ne perturbe en rien des nappes phréatiques. Donc voilà, il faut des nouvelles biotechnologies végétales de sélection pour adapter, pour avoir des variétés moins gourmandes en eau pour faire leur croissance. Oui. Il y a tout un tas d'innovations scientifiques à mettre en place pour permettre de s'adapter, mais il n'y aura pas de modèle agricole sans eau. Valérie, parce qu'on va s'adresser à ceux qui ont vraiment une problématique. Alors vous êtes sur deux cultures, mais sur deux exploitations. L'eau, comment ça se passe ? Alors, votre avis ? Mon avis là-dessus, c'est justement, je rebondis par rapport au fait que vous dites que le sorgho va remplacer le maïs. Je suis productrice de sorgho et c'est vrai qu'au sein de la coopérative, je mène à bien la filière sorgho. En revanche, ce qu'il faut arrêter, c'est de dire que le sorgho va remplacer le maïs, le blé. Le sorgho, c'est aujourd'hui une culture, une céréale qui va être complémentaire dans les différents assolements des agriculteurs et permettre d'allonger justement les assolements des agriculteurs. Mais en soi, c'est pas la réponse absolue. Ce qu'il faut savoir, et je rejoins ce qui a été dit précédemment, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, toute culture
toute culture a besoin d'eau, que ce soit les tomates, les fleurs, les patates, tout. Ça veut dire pour vous, il faut un grand plan national pour savoir où est-ce qu'on fait, comment on récupère cette eau qui tombe en plein hiver. C'est une obligation maintenant. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on se mette tous autour de la table et tout le monde doit être concerné, c'est-à-dire les citoyens et tout le monde. C'est pas que l'agriculture. L'agriculture, aujourd'hui, on n'a pas attendu justement d'être dans cette situation-là pour pouvoir mettre en place des plans, de la gestion de l'eau. C'est-à-dire que l'agriculteur a toujours été bienveillant par rapport à ça, par rapport à la gestion de l'eau. Et comme vous dites, actuellement on est en sécheresse. Mais l'agriculture, comme nous par exemple agriculteurs, on n'utilise pas d'eau actuellement. Donc ça montre bien que ce n'est pas l'agriculteur en soi qui est fautif justement de ce manque d'eau. C'est simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui on constate ce changement climatique. À nous aussi et justement aux institutions de recherche de nous mettre à disposition justement des variétés qui résistent de plus en plus à cette sécheresse. Alors il reste une petite grosse minute, Yves, sur l'eau. On va dire que la France reçoit chaque année 200 milliards de mètres cubes d'eau, soit par les fleuves, soit par les précipitations. L'irrigation, c'est 4 milliards de mètres cubes d'eau. C'est 2% de l'eau que l'on reçoit. Le problème, c'est que l'eau ne tombe pas forcément au moment où on en a besoin. Il faut qu'on ait des solutions pour stocker l'eau quand elle tombe. Les bassines des Deux-Sèvres qui ont été saccagées par les écologistes, les piscines françaises, c'est l'équivalent de 200 bassines. D'accord ? Donc, c'est pas un problème, c'est un épiphénomène. On en fait un buzz médiatique. Il faut pouvoir stocker l'eau par tous les moyens. Nicolas, pour terminer, pour conclure. Pour sortir de l'agriculture, pour continuer sur l'eau, dire qu'aujourd'hui, il y a 1 litre d'eau potable sur 5 qui est perdu. Parce que nos réseaux de canalisation sont dans un état lamentable et ne sont plus investis depuis à peu près 1 siècle et demi. Parce que des opérateurs privés, finalement, préfèrent faire de la marge plutôt que de l'investissement sur les canalisations. Donc, encore une fois, on peut incriminer l'agriculture, on peut la questionner, on peut la responsabiliser, mais sur le domaine de l'eau, comme le disait Yves, on est sur un sujet bien plus global, bien plus sociétal et où tout le monde doit faire des efforts, y compris les consommateurs qui utilisent aujourd'hui de l'eau potable de manière parfois irresponsable. Allez, merci infiniment à tous les 4, Nicolas Corato, Yves Damecourt, Valérie Leguereau. Donc vous terminez votre tour du salon de l'agriculture. Jean-Baptiste Moreau également. On retrouvera le débat tout à l'heure à partir de 12h30 ici sur le salon de la coopération agricole avec André Berkoff, hall 4 du Parc des Expos de Paris. Nous, dans un instant, on va retrouver nos agriculteurs préférés. Ils viennent du Gers avec Gilles Gansman. On va les voir à la télévision. Ils nous parler de leur vie de l'intérieur, leur vie de famille, leur travail. Ça sera dans un instant dans la partie média de cette émission. Nous sommes au Parc des Expos de Paris, au Salon international de l'agriculture. À tout de suite. Merci. Merci à vous. Sud Radio.